Donc, comment les médias et les lanceurs d'alerte contribuent-ils à la mobilisation associative et citoyenne? Nous accueillons donc Audrey Garrick, Audrey Jougla et Hélène Touy. Donc Audrey Garrick est actuellement chef adjointe du service Planète Science au journal Le Monde. Elle aborde toutes les problématiques de l'environnement et du développement durable, qu'il s'agisse du climat, des énergies ou de la biodiversité. Les questions sur la condition animale et l'alimentation l'intéressent tout particulièrement. Audrey, c'est à toi. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais plutôt parler forcément du traitement médiatique des questions, de la question animale, des questions de conditions animales, et spécifiquement donc au journal Le Monde, puisque j'y travaille depuis 7 ans. Et je voudrais pas parler je vais un peu parler de mes confrères, mais pas trop, parce que je voudrais pas non plus que ma tête soit mise à prix à Libération ou au Figaro. Donc je vais rester essentiellement sur Le Monde. Si vous me permettez, je voulais faire d'abord revenir en fait sur l'évolution du traitement médiatique, plus généralement des questions environnementales, puisque donc moi je suis au service Planète et on traite des animaux, mais on traite de plein d'autres sujets. Et on voit en fait que nos lecteurs sont très très intéressés par le développement durable et l'environnement au sens large. Ce sont des articles qui sont très lus, qui sont très partagés sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est parce que ça concerne tout le monde, par exemple sur les questions de pesticides, c'est aussi ou d'énergie. Ce sont des sujets aussi qui sont clivants, qui suscitent beaucoup de débats sur est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire, est-ce qu'on est pour ou contre les OGM. Donc on voit que ça a un gros... nous, depuis des années, on voit de plus en plus d'intérêt sur ces questions-là. Et néanmoins, depuis 5-6 ans, au sein des rédactions et au sein des journaux, surtout papier, on a donné moins de place en fait à ces questions-là. C'est des sujets qui ont été relégués au second plan, notamment derrière... l'économie, par exemple, on avait donc moins de place dans le journal papier, des effectifs qui ont été réduits. Au service Planète, par exemple, on est aujourd'hui 8 personnes et il y a 5 ans, on était 13. C'est pareil à Libération, c'est pareil au Guardian, au New York Times. Donc on voit qu'il y a eu un petit sursaut avec la COP21 l'an dernier, où là le sujet est revenu un peu sur le devant de la scène, mais ça reste difficile en fait tous les jours de dire en fait à la fois à nos lecteurs et surtout en interne à nos collègues et aux directions de la rédaction que ce sont des sujets qui sont importants, qui sont aussi importants voire plus que l'international ou la politique ou d'autres sujets. Et du coup, sur la question animale, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une tendance inverse. Là, pour le coup, ce sont des sujets qu'on traite de plus en plus et pour lesquels on arrive à trouver de la place là dans nos colonnes. Moi, je me suis juste amusée à regarder en fait ce qu'on a fait comme article sur ces questions-là depuis 10 ans. Et par exemple, donc en 2006, on a fait que 3-4 articles en fait sur le sujet très large des droits des animaux ou de la question animale, notamment un sur la commission baleinière internationale et son rôle par rapport au Japon, un autre sur une manifestation d'anti-fourrure à Paris. Il y avait aussi une tribune d'Elisabeth de Fontenay. Et voilà, c'est tout. Et alors que, par exemple, cette année, 10 ans plus tard, en 2016, on a fait énormément d'articles, 2015-2016, on a toute la série d'articles sur les cas de maltraitance animale révélés par L214. On a fait aussi des enquêtes. On a dans le cahier Culture et Idées tout un questionnement sur les droits des animaux, une série d'étés sur les qualités et comportements des animaux. Donc il y a vraiment une évolution qui s'est faite et qui se fait aussi en interne en fait avec des journalistes qui se sentent de plus en plus aussi concernés par ces questions-là et une direction de la rédaction qui accepte de mettre ces sujets plus en avant. Moi, je le vois pour les articles. Du coup, ça fait 5 ans que je fais régulièrement des articles sur ce sujet. Au début, je le faisais essentiellement quand même sur mon blog et sur mon temps libre. Sur le blog, même si ça a une très grosse diffusion sur Internet, c'est un peu moins valorisé au monde que d'écrire dans le journal. Et donc là, on voit que sur les derniers cas, par exemple, de maltraitance animale
qu'a révélé L214, ça a été spontanément mis dans le journal, en une page entière, en tête de page aussi. On a fait la manchette du journal, c'est-à-dire le premier titre de la une du journal dessus. Ça, c'était jamais arrivé. Et ça n'a pas été un combat non plus avec la direction de la rédaction. Ça, en fait, maintenant, la direction de la rédaction est consciente que ce sont des enjeux fondamentaux. Et donc en fait, ça s'est fait naturellement. Tout le monde était d'accord pour mettre ces sujets en avant. Et même on a des demandes maintenant de la direction de la rédaction de davantage enquêter sur ces sujets, d'enquêter sur la question animale, sur l'alimentation, en se disant que maintenant c'est des sujets fondamentaux. Donc il y a vraiment un changement en interne et on l'a abordé plus avec la maltraitance animale. Ça a été vraiment le point d'entrée pour après s'intéresser plus généralement à toutes les questions qui a trait aux animaux, que ce soit aux droits animaliers, aux questions de sensibilité, ou à différentes questions. Donc je pense que cette évolution, en fait, elle s'est faite. Il y a pas mal de raisons qui justifient cette bascule. Il y a sans doute tous les livres qui sont écrits depuis 2 ans. Ou 2-3 ans par plein à la fois de philosophes, d'écrivains, de journalistes aussi, ou de romanciers, et qui sensibilisent tout le monde maintenant sur ces questions-là. Peut-être aussi les gens s'intéressent plus à leur alimentation, et donc du coup par ce biais on peut aussi rentrer sur la question des droits des animaux, l'évolution du droit. Mais je pense que nous, ce qui nous a fait changer aussi au niveau surtout sur le changement de traitement médiatique, c'est vraiment Internet et les réseaux sociaux. C'est là le fait qu'il y ait ces vidéos en fait qui circulent, les photos, et même pas forcément vidéos-photos, même tous les articles, quand on a vu le cas du lion Cécile qui est tué au Zimbabwe, ou du chaton Oscar qui était violemment jeté contre un mur, ou du girafon, je ne sais pas si vous vous souvenez, Marius, qui était euthanasié aux eaux de Copenhague. Ça, c'est des articles qui ont été tellement lus et partagés des milliers, voire des millions de fois, que pour nous, en fait, comme on regarde quand même énormément comment ça se passe sur la réception des articles par les lecteurs sur Internet, on peut le mesurer très précisément. On voit qu'il y a un émoi collectif, que tout ça circule énormément, et du coup, ça a énormément en fait sensibilisé aussi en interne les journalistes de voir que c'était des préoccupations importantes. Et donc ça a été très important. Et aussi, je pense que ça a aussi crédibilisé peut-être le discours aussi de certaines associations qui, des fois, des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à ça pourraient dire c'est juste des assertions de militants véganes, ou même nous on a plein de noms, on nous surnomme les Khmer verts ou plein de choses. On pourrait dire c'est basé sur rien, c'est complètement farfelu, alors que là maintenant on a la preuve tangible, irréfutable que oui, il y a bien des cas de maltraitance animale très grave, de non-respect de réglementation. C'est plus difficile, même si les vidéos c'est jamais irréfutable non plus, mais c'est très très il y a une preuve vraiment qui est importante, et ça a aussi vraiment participé de l'évolution de notre traitement de ces questions-là. Même si je pense qu'au sein de la rédaction du Monde, il y a encore la majorité des gens mangent de la viande et du poisson. Il y a très peu de végétariens. Ça crée énormément encore de débats en interne, et la majorité des personnes ne voient pas le problème, comprennent pas le problème en fait parmi les journalistes. On le voit lors des conférences de rédaction. Il y a peu de gens encore qui sont sensibles à ça. Mais comme on suit quand même l'avis en tout cas ce qui intéresse les lecteurs, et des fois c'est très intéressé, mais de se dire ça a beaucoup marché sur Internet, donc en fait on va aussi le jouer fort sur la une pour avoir après des lecteurs aussi qui vont acheter le journal papier. Mais au final, la conséquence c'est quand même qu'on traite davantage ces problématiques, qu'on les met plus en valeur. Mais donc je trouve que ça oblige aussi à changer notre façon de travailler, puisque je trouvais que là on était moins dans le journalisme un peu plus classique, où d'habitude on a nos propres sources, on va mener nos enquêtes sur le terrain, et on fait notre travail comme ça. Là, le fait que ce soit aussi des informations qui viennent d'ONG, qui ont déjà fait leur propre enquête, qui fournissent des communiqués de presse qui sont parfaits, où on serait tenté de tout reprendre, de copier-coller, de publier ça comme ça,
ça nous oblige à changer notre façon de faire, et aussi les vidéos, ça nécessite tout un travail de contre-enquête qui n'est pas forcément évident. Donc, dans les derniers cas sur la maltraitance animale, sur les vidéos de L214, du coup, ce que moi je faisais, c'était de voir donc, à la fois la vidéo pour le public, aussi l'association me fournissait du coup des vidéos plus longues où on peut voir beaucoup plus de détails sur ce qui se passe dans les établissements qui étaient visés. Des preuves de date et de lieu, et après des longs entretiens avec l'association pour comprendre comment avait été mené tout ce travail-là. Et c'est là que moi, à chaque fois, j'ai vu que c'était très sérieux, que c'est une association qui travaille, je trouve, très bien. Et donc, à chaque fois que tout est basé sur des enquêtes, sur des rapports, sur des chiffres, tout est étayé, sourcé, vérifié. Donc moi, j'ai tout revérifié aussi comme ça. Et après, avoir le contrepoint, évidemment, en appelant, quand c'est possible, quand ils acceptent de parler, les directeurs des établissements qui étaient vidés, que ce soit des élevages ou des abattoirs, par exemple, d'appeler la filière, de faire au maximum, en fait, toute la vérification des informations. Même si je trouve que ça reste difficile d'être sûr à 100%, que toutes les vidéos peuvent quand même être manipulées malgré tout. Donc, il y avait toujours une petite crainte quand même qu'il y ait un problème, et chaque fois que j'appelais les directeurs d'abattoirs, par exemple, c'était amusant parce qu'ils niaient systématiquement. Ils disaient que c'est pas du tout possible que ce soit chez nous, il n'y a pas de ça qui se passe chez nous, vous vous trompez forcément, c'est un autre abattoir, c'est un autre nom, c'est une autre ville, c'est ailleurs. Et en fait, en leur envoyant la vidéo, ils étaient obligés de reconnaître que oui, c'était chez eux, et qu'ils n'étaient soit pas au courant, soit ils fermaient les yeux sur ce qui se passait. Donc au final, voilà, ça c'est toujours avéré, vrai. Mais moi, il y a eu toujours des craintes malgré tout qu'il y ait un problème, une manipulation de l'information. J'avais toujours un peu malgré tout cette crainte-là. Et je trouve que c'est un peu les limites aussi de l'exercice. Il y a de plus en plus par exemple de vidéos qui sortent sur ces sujets. Et depuis le début, je me demande, est-ce qu'on doit relayer toutes les vidéos? Est-ce qu'on doit faire un article à chaque fois qu'il y a un nouveau cas de maltraitance animale, en l'occurrence, qui est révélé? Parce que par ailleurs, on n'est pas non plus... Moi, je suis pas le média de L214 non plus, ou d'autres associations, parce qu'il y en a quand même d'autres qui font aussi le même travail. Donc voilà, moi, je me suis posé ces questions-là. Au début, j'avais... décidé de pas tout faire non plus, parce que j'ai pas le temps de tout faire, et ensuite au bout d'un moment, on a montré la réalité aussi des abattoirs, des élevages de poules pondeuses ou de la production de foie gras. Donc est-ce qu'on les fait toutes? Et là, il y a aussi, je trouve qu'il y a maintenant une pression aussi qui est accrue à la fois par des lecteurs et à la fois en interne pour davantage pour traiter de manière systématique ces sujets-là. Et qui m'interroge aussi, de la même façon que la dépendance aux images en caméra cachée. C'est quelque chose qu'on peut se demander, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Est-ce que il y a un débat sur la caméra cachée? Est-ce que je sais que certains médias refusent ce genre d'images, certaines associations aussi, c'est dans leur charte de faire en sorte de ne pas diffuser des images en caméra cachée. Moi, à titre personnel, ça ne me gênait pas, parce que c'est pour révéler aussi des situations dans des établissements qui sont complètement opaques, qui n'acceptent pas par ailleurs ni les associations ni les journalistes, et qui ne montrent pas la réalité telle qu'elle est. Donc en fait, c'est un moyen extrême, mais pour une situation extrême aussi. Mais la généralisation des vidéos en caméra cachée, je pense que c'est quand même un problème aussi, qu'il faut qu'on complète avec du travail de terrain, et qu'on doit essayer de revenir, nous aussi, journalistes, sur le terrain, en cherchant nous-mêmes nos propres sources d'information, d'aller à la rencontre des lanceurs d'alerte, qui sont pour le coup, je pense que L214 fait partie des lanceurs d'alerte, mais que c'est aussi tous les ouvriers, toutes les personnes, les vétérinaires ou autres qui travaillent dans des établissements où il y a des cas de maltraitance, et qui les révèlent, qui les dénoncent, qui les portent au public, et que notre rôle, c'est du coup d'aller à la rencontre de ces gens-là, de faire en sorte qu'ils s'adressent aussi aux médias, et pas forcément par le biais des associations, qu'il y ait un travail qui se fasse, qui soit commun, mais qu'on puisse continuer en fait à pouvoir avoir d'autres sources directes, en fait, et pas toujours travailler avec les mêmes personnes, pour entendre différents points de vue, pour entendre aussi la filière et les directeurs d'établissements.
ou suivre par exemple le travail de la commission d'enquête parlementaire. Là, je trouve que c'est intéressant aussi de changer aussi de regard et d'avoir d'autres sources d'informations. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Merci d'avoir accepté de participer à ce colloque. Ça fait quelques années que je suis Audrey Garrick dans le monde. Et c'est vrai que j'avais constaté une recrudescence des articles sur la condition animale signés par Audrey Garrick. Et je suis très contente qu'elle soit venue aujourd'hui nous parler. Et c'est vrai que l'article du 30 mars 2016 sur le scandale des abattoirs, c'était Maléon, c'est ça ? Moléon. Et puis ça a été suivi d'une une aussi de Libération il y a quelques semaines. Je pense que c'est très très important. Voilà. Donc maintenant nous allons donner la parole à Audrey Jougla. Audrey Jougla est diplômée de Sciences Po Paris. Elle a été journaliste avant de reprendre ses études de philosophie et se passionne pour l'éthique animale. Je t'en prie, Laura. Bonjour à tous. Il n'y aura aucune image choc dans ma présentation. Soyez rassurés, c'est pas mon propos aujourd'hui. Je vais aller assez vite et je vais vous présenter un panorama, en tout cas des questions qui me paraissent importantes, notamment par rapport au rôle de lanceur d'alerte, puisque, comme vous le savez, les laboratoires sont plutôt opaques. Ce qui m'avait beaucoup surpris, notamment en tant que militante avant, c'était de savoir finalement où saisir la réalité, puisque en dehors du discours associatif, il y a très peu de choses qui filtrent. D'où justement les raisons de l'enquête que j'ai faite dans les laboratoires pendant plus d'1 an, dans différents laboratoires. Alors, l'expérimentation animale, il faut bien comprendre déjà que c'est une question de société, et c'est juste un point sur lequel je voulais revenir en introduction. C'est pas uniquement une question scientifique et technique comme la plupart des interlocuteurs essayent de l'y cantonner, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas chercheur, vous n'auriez absolument pas droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là. C'est faux, c'est une question de société, et finalement qu'est-ce qu'on tolère dans la société, c'est une question qui concerne voilà, aussi bien l'expérimentation animale que d'autres thématiques de société. Et il faut toujours l'avoir en tête, puisque du coup, c'est pas parce qu'on n'est pas voilà, docteur en neurosciences qu'on n'a pas le droit de critiquer la moralité de cette pratique, en tout cas. Il faut savoir que, en gros, très simplement, l'expérimentation animale, c'est 11,5 millions d'animaux dans les laboratoires chaque année dans l'Union européenne, 2,2 millions en France. C'est beaucoup, surtout pour des animaux qu'on ne voit ou qu'on ne verra jamais. Et surtout, quand on regarde les chiffres officiels qui sont à disposition du citoyen, on se rend compte que ces chiffres-là ne parlent pas. Alors, je vais vous montrer, voilà, notamment en termes, ça c'est les chiffres de la Commission européenne, donc les 3/4 c'est des rats, des souris, des rongeurs, mais il y a aussi évidemment toutes les autres espèces, des oiseaux, des reptiles, des petits carnivores, des chats, des chiens, des animaux de rente, des cochons. Donc voilà, ça c'est les chiffres officiels qu'on a pour cerner un peu le problème quand on veut se renseigner sur ce sujet-là. Et en termes de finalité des expériences, on a aussi voilà, ce type de chiffres où on se rend compte que l'immense majorité des expériences servent la recherche fondamentale. Ça ne parle à personne, c'est-à-dire que la recherche fondamentale, si on n'a pas fait d'études de sciences soi-même, on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière, derrière ce nom. De même, les objets des expériences ne sont pas très lisibles. Par exemple, production et contrôle de qualité en médecine humaine et dentisterie. On n'imagine pas du tout les expériences que ça recouvre. Recherche et développement en médecine humaine, animale et dentisterie, voilà, ou toxicologie, on ne se rend pas compte de ce que c'est. D'où le propos justement d'avoir une nécessité de témoignages, d'enquête et de lanceurs d'alerte sur ce sujet-là, puisque finalement tout ce qui est officiel ne parle pas. Donc, quelques préjugés, je vais vous présenter quelques petits préjugés très rapidement. Vous allez voir le décalage qu'il peut y avoir entre la perception qu'on a et finalement la réalité.
Ça, c'est ce qu'on imagine en gros sur l'expérimentation animale, c'est-à-dire les vaccins, les médicaments et les cosmétiques. Si vous demandez autour de vous ce que ça concerne, en gros, les gens vont spontanément vous dire c'est des vaccins. Voilà. On imagine un peu moins que ça concerne, en revanche, les produits ménagers, les additifs alimentaires, même la recherche nucléaire, bactériologique et chimique, la recherche militaire qui est menée aussi sur les animaux, par exemple. Et ce sont des champs, en fait, des domaines, les pesticides aussi, les polluants agricoles, ce sont des champs qu'on n'imagine pas. Et comme vous l'avez vu dans les chiffres officiels, ça n'apparaît pas en fait. Ces domaines-là n'apparaissent pas dans les données officielles. Donc c'est très compliqué de s'imaginer voilà, l'utilité finalement de l'expérimentation animale et les expériences qu'il y a derrière. Et de même, je ne vous montrerai pas le pendant de cette photo, mais ça, c'est la représentation que vous avez dans la presse la plus commune des animaux de laboratoire. Moi, les animaux que j'ai vus ne ressemblaient absolument pas à ça. Ça n'avait absolument aucune commune mesure avec une souris en bonne santé. Et donc voilà, le décalage vient aussi du fait qu'il y a une image dans les médias qui est extrêmement lisse par rapport à la réalité. Parmi les préjugés qu'on a sur l'expérimentation animale, évidemment, on va se dire s'il y a des méthodes alternatives, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas et du coup, le rôle de l'enquête, c'est aussi d'essayer de comprendre les raisons d'une pratique dans la société. Parce que, évidemment, spontanément, on se dit, bon, bah, personne n'a envie de faire du mal aux animaux, donc comment est-ce que ça se passe s'il y a des méthodes alternatives et quand on enquête, on découvre, c'est un exemple, mais on découvre qu'il y a un faisceau de raisons qui, très souvent, sont combinées et qui font que on n'a pas recours aux méthodes alternatives. Il y a un problème de formation, il y a un problème évidemment d'encouragement et d'incitation financière. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait un budget qui était alloué au protocole sur les animaux alors qu'il n'y a pas d'équivalent pour les méthodes alternatives. Et de même, ces méthodes alternatives ne sont pas non plus encouragées dans leur création. Et ensuite, il y a aussi une autre raison qui est un peu plus non, c'était, pardon, juste avant, qui est un peu plus pernicieuse, qui est que, évidemment, quand on utilise des animaux, on a quand même un biais en termes de résultats sur le protocole en fonction de la lignée très précise des animaux qui sont choisis. C'est-à-dire que, pour faire simple, quelqu'un, une marque, un groupe pharmaceutique commandite un protocole. Le but, c'est quand même la validation pour la mise sur le marché. Évidemment, on ne choisit pas l'espèce au hasard, ni la lignée de souris au hasard. Ça va très loin, c'est-à-dire qu'on crée des animaux aussi pour répondre aux besoins de certains protocoles. Tout ça n'est absolument pas possible avec des méthodes alternatives. C'est une des raisons, elle n'est pas systématique, mais très souvent ça se combine. Autre chose, autre préjugé, voilà, on va vous dire très souvent qu'il y a une législation, que les animaux de laboratoire sont bien traités. Il faut bien comprendre que ce genre de site, donc, qui est le site d'une firme qui travaille qui fournit les aliments pour les animaux de laboratoire, a recours à un marketing extrêmement efficace qui ne montrera jamais les animaux de laboratoire, où on est dans un domaine complètement parallèle et un monde assez idyllique. Il faut bien comprendre que le traitement des animaux de laboratoire, il y a trois choses. D'abord, c'est des conditions de détention extrêmement carcérales. Ils ne voient pas la lumière du jour, ils sont dans des sous-sols. Il y a un bruit qui est phénoménal, c'est-à-dire que quand on ressort des animaleries, enfin moi j'avais mal à la tête. Ensuite, c'est des animaux qu'on rend malades, donc c'est-à-dire que on les infecte en fait de maladies. Alors soit ils peuvent naître malades, génétiquement modifiés pour justement être porteurs des maladies, soit on inocule la maladie. Quand c'est des maladies psychiatriques, on les rend dépressifs, on les rend fous, pour le dire un peu plus trivialement. Et ensuite, il y a les expériences. Donc, c'est voilà, un contexte qui fait que quand on parle de bien traiter les animaux de laboratoire, c'est complètement impossible, en fait. Personne, je défie quiconque de passer 24 heures dans une animalerie. Les conditions, même en étant sain, sont vraiment très dures. Donc tout ça évidemment est complètement occulté par le marketing des firmes qui travaillent de l'expérimentation animale, d'où l'importance aussi d'avoir des témoignages et de pouvoir révéler en fait ce qui n'apparaît pas ni dans les chiffres officiels, ni dans la presse, ni par les acteurs de l'expérimentation animale.
Et voilà, ça c'est un autre exemple d'une firme qui s'appelle Braintree Scientific où les souris font le shopping elles-mêmes pour le matériel des expériences. C'est réel, c'est un marketing qui semble s'adresser à des enfants de 5 ans, mais c'est extrêmement perturbant en fait. On va dire aussi comme préjugé que voilà, il y a des comités d'éthique. Ça, c'est un document que je me suis procuré concernant un sondage interne, en l'occurrence, pour savoir si l'obligation des comités d'éthique par la nouvelle directive européenne allait changer quelque chose dans la pratique. Et la réponse des chercheurs était à 71% non. Donc, ça montre bien qu'il y a aussi un problème dans le rôle des comités d'éthique qui est réel, puisque finalement, ils n'ont soit, on m'a très souvent avoué que les protocoles commencé avant la validation aussi du comité d'éthique, puisqu'on savait que ce serait validé et que ça prenait du temps, soit parce que de toute façon, les membres du comité d'éthique sont juges et parties bien souvent, c'est en fait interne. Donc ils n'ont aucune raison de bloquer des protocoles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voilà, questionner. Et quand on essaie justement d'améliorer la législation, très souvent on va vous dire que si la législation devient trop contraignante, à ce moment-là les expériences se feront ailleurs. C'est absolument pas un argument, puisqu'on pourrait transposer ça à tous les domaines de la société. Et à ce moment-là on arrêterait évidemment tout progrès législatif, ça va complètement à l'encontre de l'évolution de la société. Donc ça n'est pas un argument recevable du tout. Et rapidement, je voudrais passer en revue notamment 10 questions qu'on ne pose jamais, puisque donc les préjugés, déconstruire les préjugés, c'est une tâche importante quand on enquête, mais il y a aussi l'autre partie qui concerne à poser des questions qui ne sont jamais posées justement à ces personnes-là. Et ça, je pense que c'est un rôle extrêmement utile pour la société. La première question qu'on ne pose jamais, c'est évidemment la notion des effets secondaires qui sont liés à l'expérimentation animale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement pour vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement connu des laboratoires, qui est pris en compte dans l'amortissement des médicaments, c'est-à-dire que avant qu'un médicament soit retiré du marché, il va se passer à peu près 7 ans, et ce laps de temps permet d'amortir évidemment la recherche qui a été faite sur le médicament. Donc tout ça est inclus, en tout cas dans l'amortissement et dans la prévision des laboratoires. C'est pas un secret du tout. Et l'archaïsme du modèle animal est évidemment reconnu. Il faut savoir que le choix des espèces animales est laissé évidemment à discrétion des laboratoires. Ils sont simplement tenus d'avoir des résultats conformes entre une espèce rongeur et une espèce non rongeurs. Ils choisissent les espèces qu'ils veulent. Une autre question qu'on ne pose jamais, par exemple, c'est la proportion par rapport au cancer, parce que ça aussi c'est un préjugé qui est extrêmement fort dans l'opinion publique. On imagine on parle d'utilité, donc on imagine que ça concerne beaucoup le cancer. Comme vous l'avez vu au début sur les objets des expériences, on ne sait pas trop où ça se situe. En fait, c'est vraiment ridicule comme partie de la recherche. C'est à peu près entre 3 à 5%. Et il faut savoir que les cancers pédiatriques, puisqu'on parle très souvent des enfants cancéreux, n'intéressent absolument pas les laboratoires, puisque ça n'est pas rentable. Donc c'est un exemple justement qui peut complètement questionner l'utilité si souvent invoquée justement de l'expérimentation animale. Il faut toujours remettre par rapport aux chiffres. Ensuite, donc, le lien est assez logique. Pourquoi est-ce qu'on travaille plus sur certaines maladies que d'autres? C'est absolument pas pour le mieux-être de l'humanité. Un chercheur me confiait que justement, si on voulait améliorer vraiment le bien-être de l'humanité, il travaillerait beaucoup plus sur la malaria que sur Alzheimer. La question de la rentabilité, c'est surtout la question de la R&D qui va concerner, on va essayer de trouver des traitements qui vont finalement engendrer une prise de médicaments récurrente pour des gens. On cherche avant tout des protocoles qui vont permettre d'émettre des médicaments que les gens vont prendre tous les jours plutôt que d'avoir des médicaments qui soignent et qui sont efficaces. Donc tout ça fait partie de l'agenda des maladies, et finalement ça permet aussi de questionner l'utilité de l'expérimentation animale qu'on invoque systématiquement. Et
De même, on ne parle absolument jamais des visées commerciales et purement commerciales, c'est-à-dire la surmédicalisation de la société en général, le fait que même si on n'a pas de nouvelles molécules, on va créer des nouveaux médicaments qui vont aussi engendrer des expériences de manière massive en amont et qui n'ont absolument aucune visée de bien-être et d'amélioration du sort de l'humanité. Et ça, le lien n'est jamais fait. Et c'est aussi le rôle des lanceurs d'alerte de dire ça ne concerne pas uniquement en fait le traitement des animaux et de dire les animaux sont dans des conditions épouvantables, ça concerne aussi le fait de remettre en fait en perspective tout ce qu'on a inculqué en fait en tant que préjugé à la société, notamment sur le fait que les laboratoires étaient des entités philanthropiques. Le fait d'émettre énormément de médicaments et de nouveaux médicaments qui vont compenser en fait la perte liée au générique qui tombe dans le domaine public, c'est quelque chose qui engendre beaucoup d'expérience. Il faut savoir que voilà, pour à peu près 10 000 molécules testées, il y a 10 candidats médicaments et il y en a un seul qui sera sur le marché. Donc je vous laisse imaginer le nombre et la quantité d'expérience que toute cette surmédicalisation va générer. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête quand on parle d'expérimentation animale. Et de même, autre chose qui est absolument jamais soulevée et qui est vraiment quelque chose de politique pour le coup, c'est le fait que les résultats ne sont pas mis en commun, alors que c'est le cas pour les essais cliniques. Donc il y a une redondance des expériences. A priori, c'est fait dans un but de concurrence entre les laboratoires, mais quand on questionne un petit peu, on se rend compte que finalement, si les essais cliniques sont mis en commun, si les résultats sont partagés et que ça n'influe pas sur la concurrence, pourquoi est-ce que ce qui concerne les animaux aurait une influence sur la concurrence? Est-ce que c'est pas juste un domaine qu'on pourrait sortir de la concurrence des laboratoires? Je suis sûre qu'ils ont plein d'autres manières d'être concurrents entre eux et que finalement, au même titre qu'on partage les résultats des essais cliniques, on pourrait partager aussi ceux des expériences sur les animaux. C'est des vraies pistes en fait, pour le coup, qui sont des améliorations législatives et des inflexions qu'on peut donner, mais qu'on ne peut donner que si on connaît bien en fait le milieu et ses problématiques. Et d'où le lien entre le fait d'être lanceur d'alerte et d'avoir ensuite une incidence sur la législation. Et de même, sur la législation, il y a quelque chose qui, par exemple, m'a beaucoup interpellée, c'est le fait que les primates sont, pas les grands singes, mais les primates, donc les macaques notamment, sont réservés aux expériences strictement nécessaires à la santé humaine. Donc on peut se poser la question de toutes les autres, et pourquoi est-ce que finalement cette restriction ne s'applique pas à tous les animaux? C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande différence entre l'image qui est projetée de l'expérimentation animale, où on fait miroiter finalement que c'est strictement nécessaire à la santé humaine, et dès qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a énormément d'autres raisons qui n'ont absolument rien à voir avec justement la nécessité pour la santé humaine. Et de même, dans la législation, on se rencontre aussi... alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais que les grands singes sont exemptés, donc les grands singes c'est les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés, sont exemptés en fait par le législateur européen des expériences, non pas parce que ce sont des raisons scientifiques, mais justement parce qu'ils sont trop proches de nous pour des raisons morales. Ils ont des aptitudes comportementales et morales beaucoup trop proches de l'homme pour être instrumentalisés comme cobayes. Alors que justement, moi j'ai envie de dire, mais non, faisons toutes les expériences sur eux. C'est les meilleurs modèles qu'on a. Donc allons-y, pourquoi se priver si on est aussi convaincu de l'utilité de l'expérimentation animale? Laissons les poissons, laissons les chiens et concentrons-nous uniquement sur les grands singes. Je pense que c'est avec cette ironie-là qu'il faudrait présenter les choses, parce que c'est bien l'aveu qu'il y a un vrai problème de moralité, et on en revient finalement à la question du début, qui est que ce n'est pas uniquement une question technique, mais que c'est bien une question morale, et le législateur européen en fait l'aveu lui-même. C'est écrit noir sur blanc dans la directive européenne. Et de même, la question de la psychologie est quelque chose qui n'est pas abordé, ou en tout cas très peu connu du grand public. Mais à partir du moment où on mène des expériences de psychiatrie ou de psychologie sur les animaux, on reconnaît quand même qu'on a une communauté psychique avec eux. Et à partir de ce moment-là, je ne vois absolument pas quel est le critère qui va permettre, en dehors de celui de l'espèce, de les instrumentaliser en tant que cobayes. Ça, c'est une photo qui vient des États-Unis en 2014, qui est une expérience de privation affective.
d'isolement en fait du bébé primate. Il est complètement coupé de ses congénères et de tout contact avec l'homme, et on regarde les effets de l'isolement. Ce type d'expérience est extrêmement cruel, de même que les expériences de privation de sommeil qui se poursuivent jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout ça, c'est des expériences de psychiatrie, et il faut bien comprendre que la cruauté en fait de ces expériences-là ne transparaît absolument jamais. On ne le voit pas sur les chiffres ou sur les rapports officiels. Et enfin, il faut bien comprendre que l'expérimentation médicale a toujours reposé en fait sur deux principes qui sont systématiquement à l'œuvre. Le premier, c'est évidemment l'infériorité de celui sur lequel on expérimente. Quand c'était des humains, il y avait toujours une raison, une marginalité, des homosexuels, des déficients mentaux, des prostituées, des noirs, des juifs. Il y a eu tout un tas de raisons qui ont permis d'instrumentaliser des êtres humains en tant que cobayes. Et l'autre processus, le deuxième critère, c'est évidemment de dire qu'on les instrumentalise pour en retirer un bénéfice pour la communauté de celui qui expérimente. Donc il y a toujours ce double processus. C'est exactement la même chose sur les animaux aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est complètement immoral, puisque c'est vraiment le visage complètement égoïste de l'instrumentalisation d'un être pour en retirer un profit. Et enfin, la dernière question qui n'est jamais posée, évidemment, à ceux qui expérimentent, c'est si c'était vous, et ça découle de la précédente. À partir du moment où on se met à la place, évidemment, des animaux de laboratoire, on comprend à quel point c'est insupportable. Toutes les justifications qui ont été faites, en fait, par les gens que j'ai rencontrés pendant mon enquête, c'était toujours, on a le mauvais rôle, ou alors on fait partie d'une chaîne où on n'est pas celui qui euthanasie, où on n'est pas celui qui fait les expériences, on va être l'animalier de laboratoire, on va être la firme qui commercialise les produits, qui permettent les expériences. Donc finalement, chacun se conforte dans la place qu'il a, et ça permet de ne pas être mal à l'aise avec cette pratique. Ceci dit, c'est une question, quand je l'ai posée, évidemment, les chercheurs étaient extrêmement mal à l'aise avec ça. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que s'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, en fait, et ça je m'en suis rendu compte pendant l'enquête, il y a vraiment un point qui met absolument tout le monde d'accord, c'est la souffrance animale. C'est-à-dire que ce soit les expérimentateurs ou les associations de défense animale, personne ne nie la souffrance animale. Et je pense que ça, c'est capital, parce que c'est le seul dénominateur commun qu'on a sur ce sujet-là. Il n'y a absolument aucun expérimentateur qui m'ait dit les animaux ne souffrent pas. Pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Et justement, le travail en fait de lanceur d'alerte, c'est aussi de rencontrer les gens qui sont au cœur de la souffrance, parce que je vous assure que c'est vraiment le cœur de la souffrance, et de comprendre comment est-ce qu'ils en viennent à pratiquer cette souffrance-là quotidiennement. Ça fait partie de ce travail-là. Voilà. Un grand merci, Audrey. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'est très très courageux d'avoir mené cette enquête, aussi de la révéler, parce que c'est vrai que ce sont des choses dont on parle jamais. Donc on dit que les abattoirs, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais les laboratoires, c'est encore pire. Donc c'est vraiment très très courageux à toi, et merci infiniment pour ton intervention. Donc nous allons donner la parole à Hélène Thuy, qui est avocate au barreau de Bordeaux. Elle intervient régulièrement en faveur d'associations de défense animale, dont l'association L214 et l'association Crack Europe, ainsi que pour des militants de la cause animale. Hélène, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je vais aborder les moyens d'action qu'utilisent les lanceurs d'alerte, notamment les associations, voir les écueils que rencontrent ces lanceurs d'alerte avec ces moyens-là, et je vais terminer sur les propositions pour pallier à ces difficultés. Donc, je vais aborder la question sous le prisme du droit, les moyens d'action juridiques. Tout d'abord, s'agissant des lanceurs d'alerte, qui sont ces lanceurs d'alerte? Alors, il peut s'agir des associations de protection animale, il peut s'agir des salariés qui sont dans les exploitations animales, les abattoirs, mais des tiers également qui peuvent intervenir, des vétérinaires, des intérimaires, mais également des militants.
De quelles alertes parle-t-on aujourd'hui? On parle des alertes qui concernent les mauvais traitements qui sont commis à l'encontre des animaux, des infractions à la réglementation sur la protection des animaux. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il est nécessaire à un moment donné de lancer une alerte? Il est nécessaire de lancer une alerte pour dénoncer un fait que l'on considère comme illégitime ou illégal, et pour tenter de faire prendre conscience aux personnes, à la population, au pouvoir public, d'avoir connaissance donc, de ces informations, pour susciter une prise de conscience, puis un changement de comportement. Il est souvent opposé par les détracteurs de la cause animale qu'ils adopteraient une position autoritaire en dénonçant les infractions et les mauvais traitements qui sont faits aux animaux et du fait qu'ils imposeraient finalement par leur dénonciation de devenir végétariens. Alors la position du lanceur d'alerte ne me paraît absolument pas être une position autoritaire, elle apparaît tout au contraire être une position d'information, de révélation, avec l'espoir que le citoyen, les pouvoirs publics informés, sensibilisés, vont nécessairement changer de comportement vers quelque chose de plus éthique. Cette question du lanceur d'alerte qui est effectivement qui connaît une actualité tout à fait particulière, il y a une recommandation du Conseil de l'Europe sur cette question des lanceurs d'alerte pour les protéger. Il y a un très récent rapport du Conseil d'État d'avril dernier également sur les façons d'envisager la protection de ces lanceurs d'alerte. On voit que pour la cause animale, c'est tout à fait fondamental parce que, et on en a parlé ce matin, Martin en a parlé, la question du déni du sort qui est réservé aux animaux apparaît tout à fait fondamentale. Sur cette question du déni, une phrase me paraît tout à fait significative. Elle a été prononcée par Max Roustan, donc, qui est le maire d'Alès et donc, qui a été auditionné par la commission d'enquête récemment à la suite du scandale notamment de son abattoir. Et il indiquait, interrogé sur le fait de se présenter, de contrôler en tant que maire de sa commune dans la mesure où il s'agit d'un abattoir municipal, sur le fait quel contrôle lui-même opérait. Et il a eu cette réponse assez étonnante. Il a dit « Ah non, mais moi, je ne vais jamais dans l'abattoir, je ne supporte pas la vue du sang ». Alors, Madame Laurence Abeille a très juste titre relevé cette contradiction, mais c'est très significatif pour révéler qu'effectivement, on est dans le déni, on continue à faire subir ce sort aux animaux, on continue, dans le cas de Max Roustan, à organiser des corridas sur le territoire de sa commune, mais par contre, effectivement, on ne veut surtout pas voir. Donc, s'agissant des moyens d'action qui sont à la portée des lanceurs d'alerte, et plus particulièrement des associations, il y a d'abord la diffusion d'images et la diffusion de vidéos. Audrey Garrick en a parlé tout à l'heure, et là, le rôle des médias est également fondamental. Une essayiste américaine, Susan Sontag, disait « Il y a des horreurs sans nom parce qu'elles sont sans images ». Et effectivement, toute la question et l'efficacité des vidéos tient au fait que la parole n'est pas suffisante. Il faut les accompagner d'images, les illustrer, parce que ce qui se passe est tellement inimaginable, dépasse tellement l'entendement, qu'on est obligé d'accoler à côté de paroles la réalité et des images pour expliquer ce qui se passe vraiment. Donc cette diffusion de vidéos a l'avantage de sensibiliser un nombre accru de personnes, d'autant plus quand le relais médiatique est important. On l'a vu avec les dernières affaires, notamment pour les abattoirs, mais pour d'autres dossiers également. Le rôle de la vidéo est extrêmement important. La contrepartie de cette efficacité, c'est évidemment que les exploitants cherchent à tout prix à faire interdire ces images. Donc soit ils essaient de le faire en amont lorsqu'ils ont connaissance de la sortie de vidéos prochaines et ils saisissent en référé le juge pour tenter de faire interdire ces images. En général, l'argumentation qui est invoquée, c'est la violation de leurs droits et plus particulièrement leur droit au domicile, puisqu'on considère que les locaux d'exploitation et les sièges sociaux constituent des domiciles. Parfois, les juridictions font droit à cette demande et interdisent effectivement la diffusion d'images. On l'a eu dans le cas des poules pondeuses. En 2013, le GAEC du Pérat, des images avaient été déjà filmées en 2013. Elles avaient été interdites par le juge des référés, donc elles ne sont jamais sorties. L'association L214, puisqu'évidemment, n'étant pas sortie, il n'y a pas eu cette prise de conscience à la fois de l'opinion publique, mais évidemment des services de contrôle qui maintenant s'étonnent. Enfin, ils sont formés depuis plusieurs années. Donc, effectivement, l'interdiction permet de stopper à ce moment-là le débat. Parfois,
aussi, les exploitants échouent à obtenir ces interdictions. On a eu le cas pour le foie gras, la société Soulard, elle avait perdu, et donc les images ont pu perdurer. D'autres actions sont également souvent engagées, toujours par rapport à l'efficacité de ces vidéos, notamment par les syndicats professionnels. On voit de plus en plus les syndicats qui viennent défendre les intérêts de leur filière et tentent également de faire interdire les images. Un autre moyen d'action qui est beaucoup plus classique, qui concerne les plaintes auprès des procureurs de la République. Alors, l'idée, c'est de constater des infractions à la réglementation et de les faire sanctionner. Cela donne une légitimité à l'action, effectivement, puisqu'on cherche à faire appliquer le droit. Ça peut avoir aussi un effet dissuasif, puisque on porte plainte, on espère qu'il va y avoir des poursuites, puis des sanctions, et que donc les faits ne se reproduiront pas. J'ajoute que par rapport aux éléments que je viens d'aborder avant sur la question de la médiatisation, il est évident que lorsqu'un dossier est très médiatisé, les parquets sont beaucoup plus attentifs. On voit très clairement la différence entre les dossiers qui ont été médiatisés, où là, tout de suite, le parquet ouvre une enquête le jour même, et les dossiers qui ne sont pas ou peu médiatisés, et alors là, ça traîne. Et donc là, j'en viens aux écueils du dépôt de plainte. On est soumis un petit peu aux aléas des parquets, avec des fois peu ou pas de diligence. On le trouve assez régulièrement. On a les plus grandes difficultés à obtenir des informations sur le suivi des dossiers. Or, ça pose vraiment une difficulté parce qu'en matière d'infractions sur la protection animale, la plupart des infractions sont des contraventions et les contraventions se prescrivent par 1 an. Donc si dans ce délai d'1 an, vous n'avez pas engagé d'action ou interrompu cette prescription, eh bien définitivement, vous ne pouvez plus poursuivre les auteurs des infractions. Et il se trouve, on le voit régulièrement, que dans plusieurs dossiers, même après avoir relancé plusieurs fois les parquets, on n'a jamais de nouvelles. Et comme par hasard, on nous adresse un avis de classement sans suite, 6 mois après que l'avis de classement soit intervenu, et naturellement, on est prescrit, on ne peut plus intervenir. S'agissant également des plaintes qui sont déposées, on a aussi les difficultés régulières des classements sans suite. Un autre moyen d'action qui est utilisé par les lanceurs d'alerte et les associations, c'est la constitution de partie civile. Donc c'est pour demander l'indemnisation d'un préjudice. Il faut néanmoins que cette constitution de partie civile, pour être recevable, soit faite par une association qui a 5 ans d'existence et qui a dans son objet la protection des animaux. Donc là aussi, ça limite le champ d'action. Par ailleurs, et c'est là une difficulté toute particulière qu'on a eue, par exemple pour L214, s'agissant du broyage de poussins au mois de février, les associations de protection animale, quand bien même elles auraient 5 ans d'existence et elles auraient la protection animale dans leur statut, ne sont recevables à agir que pour certaines infractions du code pénal. Toutes les infractions autres, et particulièrement du code rural et de la pêche maritime, ce qui en réalité concerne la plupart, enfin même la totalité des infractions de transport, d'abattage et d'exploitation. Toutes ces infractions-là ne peuvent pas, les associations ne sont pas recevables là-dessus. Donc en fait, elles font tout le travail et elles permettent de dénoncer les faits, de faire condamner les exploitants, mais elles ne se retrouvent pas recevables. J'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre des propositions, mais c'est là vraiment une difficulté majeure. J'en viens sur un autre mode d'action qui sont les manifestations. Alors les manifestations au sens large, qu'il s'agisse de défilés, de stands, d'informations ou de rassemblements. Ce mode d'action a l'avantage d'être en prise directe avec le public, d'informer également, de pouvoir échanger. Et également, et là plus particulièrement s'agissant des corridas, cela permet de briser le fait et l'idée que le fait que la corrida perdure fasse consensus. Non, elle ne fait absolument pas consensus et la mobilisation des militants est particulièrement importante pour justement montrer physiquement cette opposition et essayer toujours de relancer le débat. La contrepartie et les écueils auxquels se heurtent les associations, mais également les militants par rapport aux manifestations, sont le fait que plus ça va, plus on tente de restreindre ce droit de manifestation. Et il y a même une sorte de harcèlement judiciaire, n'ayant pas peur des mots, à l'encontre des militants qui défendent la cause animale. On le voit de plus en plus régulièrement. Alors, pour limiter ce droit de manifestation, on assiste notamment pour les corridas à des arrêtés municipaux qui interdisent les manifestations dans des périmètres de 500 mètres des arènes, parfois sur tout le territoire de la commune.
On assiste aussi de plus en plus régulièrement à des refus d'occuper le domaine public, c'est-à-dire qu'une association ou un militant souhaite faire un stand d'information, elle fait sa déclaration en préfecture, pas de problème, pas d'opposition. Par contre, vu qu'elle dépose un stand sur le domaine public municipal, il lui faut forcément une autorisation qui lui est refusée. Alors toujours au prétexte que d'autres activités sont organisées à cet endroit-là et que donc il n'y a pas de disponibilité, ce qui est dans la majeure partie des cas complètement faux puisque l'agenda est complètement vide. Et d'ailleurs, on obtient heureusement parfois gain de cause puisque le juge des référés ordonne à la commune de laisser s'installer le stand. Une autre difficulté auquel se heurtent les militants et les associations concerne le fait qu'ils sont de plus en plus poursuivis pour des faits tout à fait étonnants et avec des dossiers qui sont la plupart du temps vides. Alors, et je voudrais d'ailleurs là en profiter pour dire que j'ai beaucoup d'admiration pour ces militants qui s'engagent au quotidien au risque de nombreuses poursuites dont ils font l'objet, au risque de condamnation. Et donc, c'est vraiment beaucoup de courage qu'il leur faut pour continuer à militer tout en sachant qu'ils risquent d'être traduits devant des tribunaux correctionnels. Et ce n'est pas facile de se retrouver devant un tribunal correctionnel. Alors, quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs sur les poursuites étonnantes qui ont été faites à l'encontre de militants. Par exemple, le transport de pétards qui sont en vente libre à des mineurs de 12 ans et qui ne révèlent absolument aucune infraction, mais on poursuit des militants au tribunal correctionnel. Le fait d'avoir de faire un montage avec l'image d'une personne et de l'avoir diffusée, alors qu'évidemment l'infraction de montage n'était absolument pas caractérisée, ce qui a conduit d'ailleurs à une relaxe. Le fait de se rebeller aux forces de l'ordre alors que le militant est manifestement traîné par terre et on le voit sur des vidéos. Le fait d'organiser des manifestations non déclarées, ça c'est aussi une poursuite qui est de plus en plus régulière tant à l'encontre de militants que d'associations, alors toujours avec des éléments un petit peu farfelus au dossier, mais c'est une infraction qui est de plus en plus poursuivie. Alors très étonnamment, les infractions sont poursuivies, notamment pour l'organisation de manifestations non déclarées, alors que ce sont des faits qui sont extrêmement courants sur d'autres causes, d'autres thématiques, et qui ne font absolument jamais l'objet de poursuites, ou en tout cas vraiment très, très épisodiquement. Lorsque c'est des militants anti-corrida, par exemple, les poursuites sont systématiques. Par ailleurs, quelque chose qui est aussi significatif, c'est que dans le cadre de manifestations, il arrive souvent que des militants soient blessés, que ce soit par les forces de l'ordre ou par les aficionados. Et comme par hasard, les plaintes n'aboutissent jamais. Les parquets sont beaucoup plus diligents à poursuivre les militants qu'à poursuivre les auteurs des infractions et des coups qui sont portés aux militants. Sauf le cas tout à fait particulier et exceptionnel de Rodilhan, mais qui a demandé des efforts tout à fait particuliers du CRAC pour voir aboutir le dossier. Voilà, s'agissant des manifestations. Un autre moyen d'action consiste également au recours en responsabilité qui peuvent être engagés contre l'État. L'État, par ses services de contrôle, les directions départementales des populations, ont l'obligation d'effectuer des contrôles des exploitations et notamment des abattoirs. On l'a vu, s'agissant des abattoirs, le rôle de ces contrôles a été grandement mis en cause. Il est donc important pour les associations de pouvoir accéder à ces contrôles, à ces rapports de contrôle, pour pouvoir en tirer les conséquences. D'abord, si les rapports ont été réalisés, quel a été le contenu de ce rapport et quelles ont été les mesures qui ont été prises. Alors, les associations ont les plus grandes difficultés, évidemment, à obtenir ces rapports. Soit nous n'avons pas de réponse, soit lorsque nous avons des réponses, ce sont des refus. Et lorsque l'on saisit la CADA, donc, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, pour que soit enjoint au service administratif de transmettre les rapports, eh bien, on a des décisions qui nous disent, d'accord, on a consulté le rapport, il apparaît bien que l'exploitation révèle des non-conformités aux règles de bien-être animal, mais vous comprenez, si on vous transmet ce rapport, ça va divulguer ces non-conformités et ça va être préjudiciable à l'éleveur. Donc, nous n'avons pas, ou en tout cas quasiment jamais, ces rapports. Sur les moyens d'action qui sont utilisés par les associations, et j'en termine sur ce moyen d'action-là avant de passer aux propositions, il y en a plusieurs. Il s'agit de la revendication de la liberté de conscience dans la sphère publique. Alors, il y a cet exemple de revendiquer dans la sphère publique le fait d'avoir des repas végétariens ou végétaliens en collectivité publique. C'est aussi un moyen très important de faire avancer la cause. Il y a des collectivités qui acceptent et mettent en place des alternatives végétariennes, mais souvent pas systématiques, quelques jours par semaine.
Et il y a un projet de loi d'ailleurs d'Yves Gégaud en ce sens-là. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés de certains parents à obtenir cette alternative dans leur collectivité. Et des actions sont donc menées en justice pour faire reconnaître la liberté de conscience au même titre que d'autres libertés de conscience et qui comporterait donc le choix de ne pas consommer des produits d'origine animale. Parce que toute la difficulté avec cette liberté de conscience, c'est que l'on assimile la liberté de conscience à la liberté religieuse. Or, il n'y a absolument pas d'adéquation entre les deux. Et il faut absolument distinguer la liberté de conscience de la liberté religieuse. Et ça passe, à mon sens, à ce stade, par un combat judiciaire pour le faire reconnaître, parce qu'à ce stade, ce n'est pas encore le cas. Donc j'en viens aux quelques propositions qui pourraient être faites pour pallier aux difficultés que je viens d'évoquer. S'agissant de l'interdiction des images, on pourrait envisager la protection des lanceurs d'alerte en matière de protection animale. Alors Stéphane Le Foll a fait cette proposition dans le cadre, il en a parlé dans le cadre des commissions d'enquête. Alors il n'a pas été très précis sur ce qu'il entendait par protection des lanceurs d'alerte, et surtout il semble que cette protection serait limitée aux salariés et des abattoirs. Or, ça serait très insuffisant. Il faudrait plutôt peut-être calquer le régime qui est fait pour les dénonciations en matière environnementale. C'est une loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, donc du 16 avril 2013, qui donne à toute personne physique ou morale le droit de rendre public ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette information lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. Donc il serait intéressant de reprendre ces dispositions au bénéfice de la protection animale. Alors, si évidemment on ne veut pas ouvrir ce champ à toute personne et que ça soit trop élargi, il pourrait être envisagé de créer le statut de lanceur d'alerte avec toutes les possibilités de diffuser les vidéos sans poursuite, donc sans interdiction des images, aux associations qui ont dans leur objet statutaire la protection animale et qui, par exemple, ont 5 ans d'existence, comme c'est le cas pour la recevabilité, pour se constituer partie civile. Une autre proposition pourrait être de créer s'agissant des parquets, créer des parquets spécialisés sur la question animale, parce qu'on voit bien que les parquets sont évidemment submergés de plaintes et de dossiers à créer, que la question animale leur paraît très souvent marginale et peu importante, alors que si des parquets étaient spécialisés sur ces questions-là, les dossiers avanceraient plus facilement, les plaintes seraient moins classées sans suite, et on pourrait probablement gagner en efficacité sur la sanction des règles de protection animale. Une autre proposition serait de créer des délais contraints au procureur de la République pour notifier la décision de classement sans suite. Pour l'instant, le Code de procédure pénale dit juste que le procureur doit notifier au plaignant la décision de classement sans suite. Or, cette notification n'est assortie d'aucun délai, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des notifications 6 mois après et bien au-delà du délai de prescription. Donc, il faudrait, à mon sens, qu'un délai impératif soit posé au parquet avec des sanctions. Sinon, s'il n'y a pas de sanctions, évidemment, ça ne servira à rien. Et également qu'un délai soit posé pour que les parquets, dès qu'ils sont saisis d'une demande de copie du dossier pénal, aient une obligation, dans un délai, par exemple 15 jours, de communiquer l'intégralité du dossier pénal. Parce qu'évidemment, si on n'a pas accès au dossier pénal, on ne peut pas savoir s'il est opportun ou pas d'envisager des poursuites. Une autre proposition pourrait être la transparence des rapports de contrôle. J'ai indiqué tout à l'heure que les associations avaient toutes les difficultés d'obtenir ces rapports. Stéphane Le Foll a indiqué, là encore, lors de la commission d'enquête, qu'il entendait rendre transparents ces rapports. Alors, rien n'est nouveau là-dessus, hein. Il y a le règlement communautaire déjà qui pose cette obligation, qui n'est évidemment pas très appliquée en France, mais toute la question qui va se poser également, c'est qui va être destinataire de ces rapports et quels seront le contenu de ces rapports, à ce qu'on pourra avoir accès à l'intégralité de ces rapports. Un autre point pourrait être envisagé, c'est l'aggravation des sanctions en matière de protection animale. La plupart des infractions, pour l'instant, concernent des contraventions. Donc une contravention, c'est une amende extrêmement faible, en général de 4e classe, 750 €, 5e classe, 1 500 €, donc des infractions et des peines qui ne sont absolument pas dissuasives. Stéphane Le Foll a proposé, là encore dans le cadre de la commission d'enquête, de transformer ces contraventions et de prévoir des délits.
c'est une piste tout à fait intéressante qu'il faut, à mon sens, soutenir. Mais par contre, il a proposé de limiter cela aux abattoirs et aux transports. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'ensemble des infractions en matière de protection animale constituent des délits, et donc également les infractions qui sont commises dans les élevages. Un autre point serait également, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, la possibilité que les associations de protection animale puissent avoir intérêt à agir et à se constituer partie civile sur l'ensemble des infractions qui concernent les animaux, et donc notamment celle du Code rural de la pêche maritime, pour éviter donc qu'elles fassent tout le travail puis se retrouvent finalement irrecevables à se constituer. Et une dernière proposition serait de sortir la protection animale du ministère de l'Agriculture. Parce qu'on assiste à un véritable... On assiste à un véritable conflit d'intérêts entre la défense des exploitants agricoles et de ceux qui sont censés ou potentiellement le plus en proie à commettre des infractions envers les animaux, et à la fois donc pour le ministre à la fois de défendre aussi les intérêts de ces mêmes animaux. Donc il y a véritablement un conflit d'intérêts. Par ailleurs, il y a une dispersion des compétences sur la protection animale entre plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Environnement, Éducation, Culture. Et dans un souci de cohérence et d'efficacité, effectivement, il serait beaucoup plus logique qu'un seul ministère dédié exclusivement à la cause animale soit créé. Donc, cette création d'un ministère de la protection animale serait un outil efficace et cohérent. Il serait aussi un symbole fort dans la prise en compte des animaux. En effet, la question animale, tant elle met en lumière notre rapport à l'autre, les souffrances que l'on se permet de lui infliger et les justifications précaires que l'on y apporte, ne peut plus être reportée à plus tard. Elle est une question impérieuse. Tolstoï disait « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». On est dans une société où l'on condamne sans cesse la violence endémique. Or, il est temps de s'interroger sur cette violence qui révèle notre rapport aux animaux. Et cette question est éminemment politique. Et il appartient donc à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble des acteurs politiques de s'en saisir dès à présent, et notamment en vue des prochaines échéances électorales. Merci. Merci Hélène.